Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on se penche sur une série de textes qui convergent tous vers une date bien précise, le 1er janvier 2026. Bonjour. On connaît tous ce moment, les résolutions, l'envie de démarrer une nouvelle page. Mais ce qui ressort de ces sources, c'est une idée bien plus profonde. Oui, l'idée que ces sentiments quasi universels ne seraient pas juste une tradition. Exactement. Et si c'était l'écho d'une véritable, disons, opportunité cosmique ? La question centrale, c'est est-ce que ce 1er janvier 2026 est une sorte de porte d'entrée vers autre chose ? C'est ça. Et l'idée ici, ce n'est pas de prendre ça comme une prophétie, mais plutôt comme une grille de lecture. On nous propose de voir cette date non pas comme une simple ligne sur le calendrier, mais comme un moment de potentiel. Un potentiel créatif maximal, c'est ça ? Oui. Un instant où nos intentions, si elles sont bien posées, pourraient avoir un impact décuplé sur les années à venir. Bon, alors pour commencer, il y a un terme qui revient tout le temps, c'est portail énergétique. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout familier avec ce concept, ça peut sonner très très abstrait. Comment les sources le définissent simplement ? Alors la meilleure analogie que j'ai trouvée dans les articles, c'est celle de la navigation à voile. C'est assez parlant. Ah oui. Imaginez que votre projet de vie, c'est un bateau. La plupart du temps, pour avancer, il faut ramer. C'est l'effort du quotidien, la discipline. D'accord. Eh bien, un portail énergétique, c'est comme un jour où un vent parfait et puissant se lève, et pile dans la direction où on veut aller. Donc si on hisse la voile à ce moment-là ? Exactement. Si on pose une intention claire, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et avec beaucoup moins d'efforts. L'énergie ambiante nous porte, en quelque sorte. C'est une fenêtre où le voile entre l'idée et sa réalisation est décrit comme plus fin. J'aime beaucoup cette image, ça rend la chose très concrète. Et ce vent, pour le 1er janvier, il est particulier, n'est-ce pas, Yves ? Les sources insistent beaucoup sur son aspect collectif. Oui, et ça, c'est un point fondamental. C'est ce qui le distingue d'autres portails, comme un solstice ou une date comme le 11-11, qui sont souvent vécus de façon plus individuelle. Le 1er janvier, c'est lié au dieu romain Janus, vous savez, cette figure à deux visages. L'un vers le passé, l'autre vers le futur. Voilà, c'est le seuil par excellence. Mais surtout, des centaines de millions de personnes, au même moment, partagent cette intention de renouveau. Et cette conscience collective massive crée, d'après les textes, une vague énergétique. Phénoménal. C'est comme si des millions de bateaux hissaient leur voile en même temps. C'est exactement ça. Ça crée un courant qui emporte tout le monde. C'est l'hypothèse soulevée en tout cas. Que nos rituels sociaux ne sont pas arbitraires, mais qui sont nés d'une intuition collective. Une sensibilité à des cycles plus vastes, en quelque sorte. Oui. Et ce qui rend 2026 si exceptionnel, c'est que cette énergie de départ du 1er janvier est comme suramplifiée par l'énergie de l'année elle-même. Et on y arrive, c'est vraiment le cœur du sujet. Au-delà du 1er janvier, c'est l'année 2026 qui est décrite comme unique. Pourquoi ? La raison, elle est purement numérologique. Si on additionne les chiffres de l'année, donc 2, plus 0, plus 2, plus 6, on obtient 10, ce qui se réduit à 1. Voilà, en numérologie, on réduit à un seul chiffre, donc 1 plus 0, ça nous donne 1. 2026 est ce qu'on appelle une année universelle 1. D'accord. Le chiffre 1, c'est le commencement, le point de départ, l'étincelle. Mais au-delà du symbole, qu'est-ce que ça implique concrètement d'être dans une année 1 ? Le 1, c'est l'énergie du pionnier. C'est le leadership, l'autonomie, l'audace de tracer son propre chemin. En astrologie, on l'associe à l'énergie du bélier ou à celle du soleil. C'est une invitation à cesser de suivre pour commencer à initier. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est qu'on a le premier jour du premier mois. Qui lance une année 1. Exactement. Les textes parlent d'une double impulsion ou d'un effet starter cosmique. C'est une configuration qui est assez rare, elle ne se présente que tous les 9 ans, et elle marque le vrai début d'un nouveau cycle. Un cycle de 9 ans ? C'est assez vertigineux comme idée. Ça veut dire que ce qu'on lance en 2026 est censé donner le ton pour la quasi-décennie à venir. C'est l'idée centrale, oui. Ce n'est pas juste une résolution pour les 12 prochains mois. C'est une invitation à planter les graines des grands chênes de notre vie future. D'accord. Le message principal qui se dégage, c'est celui de la création souveraine. Il s'agit de reprendre les rênes, de passer du statut de passager de sa vie à celui de pilote, devenir l'architecte conscient de sa réalité. Alors, passons à un aspect que j'ai trouvé fascinant et, pour être honnête, un peu déroutant.
Les sources décrivent des manifestations physiques et émotionnelles très précises à l'approche de ce portail. Ah oui. En lisant la liste, ma première réaction, c'était le scepticisme. On parle de fatigue, de sensibilité, de rêves intenses. Oui, et c'est une réaction saine. Les textes nomment cet ensemble de symptômes la grippe d'ascension. Ça peut se manifester par exemple par une fatigue soudaine, très profonde, même après une bonne nuit de sommeil. Et qui alternent avec des pics d'énergie. Exactement, des moments où on se sent capable de soulever des montagnes. Mais, pardon, quand on entend grippe d'ascension, on peut aussi se dire que c'est juste le stress de fin d'année, l'excitation d'un nouveau départ, la pression qu'on se met. Est-ce que les textes font un lien entre ces deux lectures, la spirituelle et la plus psychologique? C'est une excellente question. Et en fait, les deux ne s'excluent pas. D'un point de vue psychologique, c'est évident qu'une période de transition génère du stress, de la fatigue. Le corps réagit. Bien sûr. La perspective spirituelle des sources, elle ne nie pas ça. Elle ajoute juste une couche d'interprétation. Elle suggère que ce n'est pas seulement le stress qui fatigue, mais un processus de mise à jour. Une mise à jour. Oui. Comme si le corps se débarrassait des densités anciennes, les vieilles peurs, les schémas limitants pour pouvoir accueillir une fréquence énergétique plus élevée. D'où la sensibilité émotionnelle, ces moments où on peut pleurer devant une pub. Ou rire aux éclats pour rien. Voilà, ce serait un processus de libération. D'accord, donc pas un simple épuisement, mais une sorte de recalibrage. Et au-delà de ces symptômes un peu déstabilisants, il y a des signes plus constructifs, disons? Absolument. Le signe le plus puissant qui est décrit, c'est une clarté mentale fulgurante. Des problèmes qui traînent depuis des mois et qui tout à coup trouvent leur solution. Comme une évidence. L'intuition qui devient plus nette. Plus nette, plus forte. Et puis, il y a la fameuse multiplication des synchronicités. Les arts miroirs. Oui, voir constamment des 11h11 ou 01h01, entendre parler 3 fois dans la même journée d'un sujet qui nous intrigue, recevoir un appel qui débloque tout. Et là, j'entends déjà le sceptique qui dit « Oui, mais ça, c'est le biais de confirmation. On veut voir des signes, alors on en voit partout. » Totalement. Et ce serait une lecture tout à fait valide. Mais les sources se proposent de retourner la question. Et si ce biais de confirmation était en fait un outil, un dialogue qui s'installe? Je vois. Ces clins d'œil ne sont pas décrits comme des miracles. Plutôt comme des validations, des petits panneaux qui disent « Oui, continue, tu es sur la bonne voie ». Ça renforce la conviction et ça donne le courage d'agir. Et cette collaboration, j'imagine, elle doit être concrète. On ne fait pas que repérer les signes, on est invité à agir. C'est là qu'on arrive au rituel. Exactement. Si on sent ce vent se lever, il faut savoir comment hisser la voile. Et les sources proposent un rituel très structuré en 4 étapes, pour vraiment cristalliser nos intentions. Quelle est la première chose à faire? L'étape 0, c'est la préparation. S'isoler dans un endroit calme, purifier l'espace, que ce soit avec de la sauge ou juste en ouvrant la fenêtre avec cette intention de nettoyer. Allumer une bougie, respirer. Oui, créer une bulle. Et une fois que c'est fait, la première vraie étape, c'est la clarification. D'accord. C'est un exercice puissant. On prend 2 feuilles de papier. Sur la première, on écrit sans filtre tout ce qu'on veut laisser derrière nous en 2025. Les peurs, les regrets, les mauvaises habitudes. C'est un acte de libération. Tout à fait. Et sur la seconde feuille, on liste tout ce qu'on appelle à soi pour 2026. Et là, la clé, c'est d'être audacieux et surtout précis. Ensuite, on passe de l'intellect à l'émotion, c'est ça? Précisément. La deuxième étape, la visualisation. On ferme les yeux et on se projette à la fin de 2026, en imaginant que tout s'est réalisé. Mais l'astuce, ce n'est pas de voir le succès, c'est de le ressentir dans son corps. Quelle est la sensation de la paix intérieure, par exemple? Voilà. Comment la fierté vibre dans la poitrine. On crée une sorte de mémoire du futur, ce qui rend sa manifestation plus probable. Et la troisième étape, c'est l'écriture. Un grand classique des techniques de manifestation, d'ailleurs. Oui, l'écriture d'intention. On reprend sa liste et on la rédige comme une lettre, mais avec une règle d'or, tout au présent de l'indicatif. Comme si c'était déjà là. On n'écrit pas « j'aimerais être sereine ». Non, on écrit en 2026, je suis sereine. Ça ancre la réalité désirée dans le présent. Et ça m'amène à un point sur lequel les textes insistent beaucoup, la différence entre une intention floue et une intention claire. C'est le facteur déterminant. Une intention floue comme « je veux être plus heureux », c'est un bateau sans gouvernail. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est trop vague. Oui, une intention claire, ce serait en 2026. Je cultive la joie en m'accordant une soirée par semaine pour ma passion. C'est concret, c'est actionnable.
Au lieu de « je veux plus d'argent », on écrira « je déploie mes talents pour générer tel montant de revenus supplémentaires via telle activité ». La précision, c'est une forme de respect pour l'énergie qu'on sollicite. D'accord. Et une fois qu'on a clarifié, visualisé et écrit, quelle est la dernière étape pour sceller tout ça? C'est l'ancrage. Un acte symbolique pour marquer la fin du rituel. Le plus puissant qui est suggéré, c'est de brûler, en toute sécurité bien sûr, la liste de ce qu'on veut laisser derrière. Et en regardant le papier se consumer, On visualise les vieilles énergies se transmuter en lumière. C'est un geste psychomagique très fort. La lettre d'intention, par contre, on la conserve précieusement. c'est un processus hyper complet. Mais la critique qui pourrait venir, c'est le côté pensée magique. On fait un rituel et hop, on attend que ça se passe. Est-ce que les sources avertissent contre cet écueil? Absolument, elles sont très claires là-dessus justement. Le rituel du 1er janvier, ce n'est pas une baguette magique, c'est une mise à feu. C'est l'allumage du moteur. Et c'est ça. Ensuite, il faut conduire la voiture tout au long de l'année. Le risque, c'est que l'étincelle s'éteigne avec l'euphorie des fêtes. D'accord. Donc, la vraie question, c'est comment on entretient cette flamme? Disons, en plein mois de février, quand la motivation retombe et que le quotidien reprend le dessus. Pour faire durer cette fréquence, les textes suggèrent 3 réflexes très simples. Le premier, relire sa lettre d'intention au début de chaque mois. C'est un rendez-vous avec soi-même pour réaligner sa boussole. Vérifier si les actions quotidiennes sont alignées avec les intentions. Exactement. Le deuxième est lié à l'état d'esprit. Tenir un carnet de gratitude. Ça peut sembler cliché, mais Ça l'est peut-être un peu, mais l'exercice de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant force le cerveau à se concentrer sur ce qui fonctionne déjà. Ça maintient une vibration haute. Et le troisième réflexe? Célébrer chaque petite victoire. On a tendance à attendre d'avoir atteint le sommet de la montagne. Là, l'invitation, c'est de célébrer chaque pas. Avoir réussi à méditer 5 minutes, fête. Avoir envoyé ce mail important, célébration. Ça crée une dynamique de succès. Oui. Et il y a un dernier rendez-vous à noter, le portail du 11 janvier. Le 11-01. La séquence 11-11 est décrite comme un puissant amplificateur, une sorte de premier booster. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ce qu'on a exploré, le 1er janvier 2026 est présenté comme bien plus qu'une date. C'est une ouverture vibratoire majeure, propulsée par l'énergie de l'année universelle 1. L'invitation, elle est double. Poser des intentions d'une clarté absolue, puis s'engager à les nourrir tout au long de l'année. C'est la synthèse parfaite. J'aime beaucoup la métaphore de la toile vierge qu'on trouve dans les textes. L'année 2026 est une toile immaculée qui nous est offerte. Le portail du 1er janvier, lui, nous fournit les plus beaux pinceaux, les plus belles couleurs. Mais c'est à chacun de peindre son œuvre. Exactement. Coup de pinceau après coup de pinceau, jour après jour. Pour conclure, j'aimerais bien qu'on reste sur une dernière pensée inspirée de cette figure de Janus qui regarde à la fois en arrière et en avant. En se tenant sur ce seuil, ce portail, si on ne devait choisir qu'une seule et unique chose de notre passé à abandonner pour toujours, pour faire de la place au futur, quelle serait-elle ? La puissance de ce portail réside peut-être autant dans la clarté de ce qu'on laisse derrière que dans l'audace de ce qu'on appelle à soi.